Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une catastrophe succède à une autre en Turquie comme en Syrie, 3 semaines après le double séisme qui a fait plus de 50 000 morts. La situation humanitaire tourne au drame absolu. Face à l'ampleur des destructions, les survivants n'ont qu'une obsession, fuir le plus loin possible. Plus de 2 millions ont pris la route de l'exode selon les autorités turques. Certains ont trouvé refuge à Mersin, station balnéaire du sud du pays, épargnée par le séisme. La ville est débordée par l'afflux de réfugiés. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Rémi Trio. Essen et sa fille ont trouvé une place dans une résidence universitaire transformée en centre d'hébergement pour les sinistrés du séisme. Cette commerçante d'Antioche a perdu sa maison et son commerce dans le tremblement de terre. Depuis qu'on a fermé, nous sommes au chômage. Nous n'avons plus de revenus et pas d'économie. Je n'ai pas d'alternative. Je suis obligée de rester là avec ma fille. Ils sont comme elle plus de 400 rescapés à dormir dans ce centre ouvert par la mairie de Mersin. Mais Essen jure qu'elle rentrera dès que cela sera possible à Antioche. Nous rentrerons, c'est certain. En attendant, les déplacés cherchent un logement, mais le marché est saturé par la demande. Ahmed se désespère. Nous voulons louer, mais on ne trouve rien. Les loyers ont augmenté. On nous demande 10 000 livres turcs. Une immense partie de ces sinistrés survivent désormais grâce à la solidarité de leurs compatriotes, alors que l'incapacité des agences de l'État à gérer la crise est de plus en plus critiquée. À Mersin, Rémi Trio, Europe 1. Un accident de laboratoire est-il à l'origine de la pandémie de Covid-19 ? L'hypothèse refait surface aux États-Unis. Après le FBI, le ministère de l'Énergie penche à son tour pour cette explication. Validation toutefois du bout des lèvres. Les biologistes américains ne sont pas toujours d'accord entre eux. Plusieurs agences estiment au contraire que le virus s'est transmis naturellement. Il est 7h02 sur Europe 1. La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique? Et si oui, lequel? Emmanuel Macron donnera un début de réponse cet après-midi. Le chef de l'État entamera cette semaine un déplacement de 5 jours en Afrique centrale, Gabon, Angola, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, une présence française de plus en plus contestée. Le Mali et le Burkina Faso ont obtenu le départ des militaires de l'opération Barkhane. La Russie s'est engouffrée dans la brèche. Ailleurs, la Chine élargit son influence. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron prononcera son discours cet après-midi. William Molinier, l'Élysée doit redéfinir sa stratégie. Oui, un haut gradé français parle même de désintoxication. Il faut abandonner l'idée que l'Afrique est le passage obligé pour faire tourner les contingents des armées. Le mot d'ordre est désormais la discrétion pour regagner de l'influence sur le continent, poursuit un général de l'armée de terre. En clair, réduire les empreintes militaires visibles. Voilà des mois que la France est devenue la cible privilégiée des Russes à coups de fake news et d'opérations de déstabilisation. Une nouvelle forme de guerre hybride que Paris compte bien ne pas subir, mais pour cela il faut reconquérir les cœurs des Africains avec de l'aide au développement. L'image de la France s'est tellement détériorée que le moindre signe de rapprochement avec les dirigeants africains fait naître des soupçons d'ingérence, comme au Gabon, ancienne colonie française, où le déplacement d'Emmanuel Macron suscite la colère de l'opposition à 6 mois de l'élection présidentielle. Des tracts sont distribués partout dans le pays. Ils réclament la fermeture de la base militaire française à Libreville, l'abolition du franc CFA ou encore, peut-on y lire, la fin du mépris et de l'arrogance française. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Emmanuel Macron interpellé ce week-end à l'occasion de l'inauguration du Salon de l'Agriculture. On a tous en tête l'image du chef de l'État pris à partie par plusieurs militants du collectif Dernière Rénovation. L'un d'eux a été évacué de manière musclée. La vidéo tourne en boucle un peu partout. Selon les informations d'Europe 1, le jeune homme en question était fiché S. On reste dans les allées du Salon de l'Agriculture. Europe 1 s'intéresse ce matin à ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs, eux aussi rattrapés par l'inflation. Et cette fois, les aléas climatiques n'y sont pour rien, enfin pas totalement. Explosion des prix de l'énergie et des engrais, envolée des matières premières. Ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Nina Pavant a rencontré un jeune agriculteur installé à Vintabrin, près d'Aix-en-Provence. Il lui a ouvert son livre de contre-reportage. À 35 ans, Jérémy gère une exploitation de 85 hectares. Il y a 2 ans, il a pris la suite de ses parents. Des vignes, des oliviers, des pois chiches et un peu de blé. De quoi diversifier la récolte. La polyculture permet, si vous voulez, de raisonner au niveau global, pas uniquement à l'hectare. Aujourd'hui, moi, ce qui me permet de vivre, c'est la vigne, où les marges sont un peu plus importantes. Le chiffre d'affaires d'un hectare de vigne, à peu près en AOP Coteau d'Aix, est de 10 000 euros. L'hectare de céréales, si je suis à 300 euros l'hectare, c'est le bout du monde. Dans son budget, le plus lourd, ce sont les engrais et l'eau. On tape sur les réserves. Il faut savoir que l'eau augmente de 5% par an.
environ. Donc nous, on augmente notre consommation due au déficit hydrique. Mais Jérémy ne se plaint pas. Il arrive à se payer entre 1 500 et 2 000 euros par mois, même si pour ce métier passion, il ne compte pas combien d'heures il travaille par semaine. 20 à Brun, Nina Pavant, Europe 1. Maintien en semi-liberté ou placement en détention, Pierre Palmade sera fixé sur son sort aujourd'hui. Décision de la Cour d'appel de Paris attendue à 11h30. Un agenda judiciaire qui s'est enrichi d'un nouveau rebondissement. L'humoriste a été victime d'un AVC samedi soir. Si ses jours ne sont plus en danger, une question se pose, David Montagnier. L'aggravation de son état de santé peut-il influencer la décision de justice ? Eh bien, juridiquement non, puisqu'il s'agit d'un fait qui n'était pas connu vendredi au moment où l'audience a eu lieu. La Cour d'appel ne peut donc l'évoquer dans son arrêt, mais elle pourrait exceptionnellement reconvoquer les parties pour que ce point soit de nouveau discuté. Mais le plus probable, c'est que la Chambre de l'instruction maintienne sa décision aujourd'hui et décide si oui ou non Pierre Palmade doit partir en prison. La question est délicate pour les juges. Ils savent que l'état de santé de l'humoriste s'est dégradé. Prendront-ils alors la responsabilité de l'incarcérer dès aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr, même si Pierre Palmade est sorti des soins intensifs. Il demande une surveillance constante. La prison n'a pas les moyens de soigner une telle pathologie. Elle ne dispose pas de services neurovasculaires, par exemple. Le juge des libertés et de la détention avait déjà pris en compte l'état de santé de l'humoriste pour refuser son incarcération. Une décision qui pourrait être confirmée par la Cour d'appel ce matin, en rappelant que la détention provisoire doit rester l'exception et que le mis en examen est toujours présumé innocent. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Le football est le plus fort hier soir, c'était Paris, ou plutôt Kylian Mbappé. L'attaquant français a eu droit à un accueil triomphal à sa descente de l'avion qui le ramenait de Marseille. Victoire 3-0 du PSG sur l'OM hier soir avec un doublé de Monsieur Mbappé qui entre un peu plus dans la légende du club parisien, Cédric Chasseur. Oui, en inscrivant un doublé, en plus de servir une passe décisive à Messi, Kylian Mbappé a rejoint Edinson Cavani en tête des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG avec 200 buts. Absent lors de l'élimination en 8e de finale de la Coupe de France il y a 3 semaines, l'international français a montré que sa seule présence pouvait changer la physionomie d'un match. Le milieu marseillais, Matteo Guendouzi. Comme on l'a dit, il y a un PSG sans Mbappé, il y a un PSG avec Mbappé, tout le monde l'a vu depuis un certain moment. Il faut être réaliste, ils ont mérité leur victoire, ils ont été meilleurs que nous ce soir. Un aveu d'impuissance face à une formation parisienne plus disciplinée et plus conquérante. Paris a retenu la leçon de son dernier passage au Vélodrome et a voulu le faire savoir. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Est-ce que c'est une réaction d'orgueil ? Est-ce que c'est une réaction de champion ? Il y avait la possibilité non pas de se rattraper, mais il y avait la possibilité d'essayer de marquer quand même un grand coup sur le championnat en venant gagner ici. Et ils se sont comportés comme des champions. Paris qui, avec 8 points d'avance en tête de la Ligue 1, va pouvoir préparer plus sereinement son 8e de finale retour de Ligue des Champions dans 10 jours face au Bayern Munich. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. En rugby, victoire de la France sur l'Écosse 32-21 dans le tournoi Destination. Prochain match le 11 mars pour les Bleus face à l'Angleterre. Et dans le top 14, victoire de Clermont hier soir sur Toulon 36-21. Les Auvergnats s'éloignent un petit peu de la zone de relégation. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h30.